Ils m'ont ignoré pendant un mois entier. Ma femme et ma fille me traitaient comme si j'étais invisible, riant dans mon dos dans leurs discussions de groupe secrètes. Alors, j'ai disparu à 4h47 du matin sans dire un mot. 3 ans plus tard, elle m'a invité à son mariage. Quand j'ai franchi ses portes, elle a vu qui j'étais devenu. Je m'appelle Laurent Dubois. J'ai 52 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à concevoir des systèmes de sécurité intégrés pour l'aéronautique. Des redondances, des systèmes de secours, le genre d'ingénierie qui maintient les avions en l'air quand tout le reste veut les faire s'écraser. Ironique, n'est-ce pas? Je pouvais élaborer des protocoles d'urgence pour les avions de ligne d'Airbus, mais je n'ai jamais vu les voyants d'alarme clignoter dans mon propre mariage jusqu'à ce que je sois déjà en chute libre. Avec le recul, j'aurais peut-être dû m'en rendre compte plus tôt. La façon dont les yeux de Valérie devenaient vitreux quand je parlais de mon travail. Comment Camille avait cessé de me demander des conseils vers sa 3e année de licence. Mais je me disais que c'était normal. Les gens grandissent, les relations évoluent, n'est-ce pas? J'étais le pourvoyeur, celui qui résolvait les problèmes, le gars qui s'assurait que le prêt immobilier de la maison était payé et que les voitures étaient révisées. Je pensais que ça comptait. Le véritable début de la fin a commencé en mars, environ 5 semaines avant le mariage de Camille. Je suis rentré chez moi après un voyage de consultation à Toulouse, fatigué mais excité parce que j'avais conclu un contrat majeur avec Air France. Un projet d'audit de sécurité sur un an à 6 chiffres. J'ai franchi la porte en m'attendant peut-être à un « Comment s'est passé ton voyage ?» ou « C'est super, chérie ». Au lieu de cela, Valérie était sur le canapé avec son ordinateur portable et Camille était à la table de la salle à manger avec des échantillons de tissus étalés comme une explosion textile. J'ai posé mon sac. Et, je suis rentré. Rien. Pas même un regard. J'ai réessayé, plus fort cette fois. Le contrat de Toulouse a été signé. On s'annonce une très bonne année. Valérie a émis un petit bourdonnement qui pouvait signifier n'importe quoi ou rien du tout. Camille a levé 2 morceaux de tissu couleur crème presque identiques à la lumière, plissant les yeux comme s'il détenait les secrets de l'univers. Je me suis approché de la table. Camille, ils ont l'air sympas. C'est pourquoi. Elle m'a enfin regardé, mais c'était le genre de regard que l'on jette à un inconnu qui se tient trop près dans le métro. Des chemins de table, a-t-elle dit d'un ton neutre, avant de se tourner vers Valérie. Maman, lequel tu penses ira le mieux avec les sous-assiettes dorées? Valérie s'est penchée en avant, les étudiant avec une intensité qu'elle n'avait jamais montrée pour mes plans d'ingénierie. Définitivement celui de gauche. Plus de texture. Je suis resté là encore un instant, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Puis j'ai pris mon sac et je suis monté à l'étage. Personne ne l'a remarqué. C'était le 1er jour. Au 7e jour, j'avais compris le schéma. Elle ne se disputait pas avec moi. Elle ne me rabaissait pas et ne me critiquait pas. Elle m'effaçait, tout simplement. Les conversations se déroulaient autour de moi, à travers moi, mais jamais avec moi. Je posais des questions sur le fleuriste, le traiteur, le domaine, toutes ces choses que j'aidais à coordonner depuis des mois. J'obtenais des réponses d'un seul mot, ou rien du tout. Parfois, Valérie répétait ma question à Camille comme si je ne venais pas de la poser moi-même. Au dîner du 12e jour, j'ai essayé de détendre l'atmosphère. J'ai fait une blague sur le fait que tous les mariages devraient être livrés avec un logigramme d'ingénieur pour garder une trace de tout. Camille a regardé Valérie et a levé les yeux au ciel. Valérie a carrément ri de moi, pas avec moi. J'ai terminé mon repas en silence pendant qu'elle discutait des retouches de la robe et des drames entre demoiselles d'honneur comme si j'étais un meuble. Jour 19. J'ai arrêté d'essayer de participer, j'ai commencé à regarder à la place, à observer. C'est là que j'ai remarqué les petits détails. Comment elle déplaçait les objets sur le plan de travail de la cuisine juste hors de ma portée. Comment elle programmait des rendez-vous pour le mariage et oubliait de me le dire. Comment chaque suggestion que je faisais était rejetée. Mais si Valérie disait exactement la même chose 5 minutes plus tard, soudainement, c'était brillant. Le jour 28 a été celui où tout a changé. Pas parce qu'elles ont soudainement commencé à me traiter comme un être humain, mais parce que j'ai enfin vu la vérité noir sur blanc. Camille avait laissé sa tablette en charge sur l'îlot central. Elle était à l'étage en train de se préparer pour un énième rendez-vous avec un prestataire de mariage, un dont on ne m'avait pas parlé. Valérie était sous la douche.
Je préparais du café et l'écran s'est allumé avec une notification. Je n'essayais pas de fouiner. Le message est simplement apparu juste là. Une discussion de groupe avec Camille, Valérie et 2 des demoiselles d'honneur de Camille. L'aperçu montrait mon nom. Ma main a hésité au-dessus de la tablette. Je n'avais jamais été le genre de mari à vérifier le téléphone de sa femme ou à violer son intimité. Mais quelque chose dans mes tripes, ce même instinct qui me disait quand la conception d'un avion avait un défaut fatal, m'a poussé à toucher l'écran. La conversation s'intitulait « Le team mariage ». J'ai fait défiler vers le haut, lisant des semaines de messages. La plupart portaient sur des choses normales, comme les fleurs et les plans de table. Puis j'ai trouvé une section sur moi. L'une des demoiselles d'honneur avait écrit « Ton père vient à l'essayage de la robe ». La réponse de Camille, argue « J'espère que non. Il est trop sur mon dos ces derniers temps. » Valérie avait ajouté « Ne t'inquiète pas. Il va bientôt lâcher l'affaire. Il le fait toujours. » Puis un autre message de Camille datant d'il y a 3 semaines. Il a encore posé des questions sur le dîner de répétition. Tellement lourd. Valérie, ignore-le simplement. Il finira par comprendre. La demoiselle d'honneur, c'est un peu dur, non? Camille, tu ne comprends pas. Il est juste tellement ennuyeux. Jean, tout doit être pratique et planifié. Il gâche le plaisir de tout. Valérie avait envoyé un emoji qui pleure de rire, puis avait tapé « Donnez-lui encore une semaine. Il ne tiendra pas un mois. Après, on pourra planifier les choses comme on le veut. » Je suis resté à fixer ces mots. Il ne tiendra pas un mois. Comme si j'étais un nuisible agaçant. Elles attendaient qu'il s'extermine de lui-même. Comme si ma présence dans l'organisation du mariage de ma propre fille était quelque chose à endurer et à surmonter. J'ai fait défiler plus loin, j'ai trouvé des captures d'écran qu'elles avaient partagées. L'une d'elles provenait d'une discussion de famille où j'avais suggéré de créer un tableau Excel de budget pour les dépenses du mariage. Camille avait entouré mon message et l'avait envoyé à ce groupe privé avec la légende « Il remet ça ». Encore des émojis qui pleurent de rire. Plus de blagues à mes dépens. Valérie avait écrit « Au moins, il est constant. Constamment ennuyeux. » L'eau de la douche à l'étage s'est arrêtée. J'ai entendu les pas de Valérie dans la chambre au-dessus. J'ai remis la tablette exactement où je l'avais trouvée. Écran éteint, câble de charge sous le même angle. Puis je suis allé dans le garage, je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là dans l'obscurité avec la porte fermée. Quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé. Ça s'est évaporé. La version de moi qui pensait construire une famille, subvenir aux besoins des gens que j'aimais, être un bon mari et un bon père, cet homme-là s'est tout simplement dissipé comme le brouillard du matin. Je suis resté assis là pendant 20 minutes, complètement immobile, tandis qu'une nouvelle version de moi-même s'assemblait dans le silence. Cette version avait l'esprit clair, méthodique. Cette version avait déjà commencé à planifier. Quand je suis retourné dans la maison, Valérie était dans la cuisine, les cheveux mouillés, en train de regarder son téléphone. Elle a levé les yeux. « T'étais passé où ?» J'ai souri. J'avais juste besoin de prendre l'air. Je vais bien. Elle est retournée à son téléphone, oubliant déjà que j'existais. C'était parfait. Je comptais là-dessus. Je suis parti à 4h47 du matin un mardi. Pas par sentimentalisme, mais parce que c'est le moment où le quartier est le plus calme. Les chiens dorment encore. Pas de joggeurs matinaux, pas de témoins. Mon sac était déjà dans le coffre, fait 3 jours plus tôt, et caché sous une bâche dans le garage. Une seule valise. Tout le reste dont j'avais besoin était soit numérisé, soit remplaçable. J'avais appris depuis longtemps que les urgences aériennes vous obligent à prioriser ce qui est essentiel et à abandonner le reste. Je me suis tenu dans la cuisine une dernière fois. Le verre de vin de Valérie était posé sur le plan de travail, la tache de rouge à lèvres encore visible sur le bord. Elle avait arrêté de les rincer des années auparavant, à l'époque où elle avait cessé de se soucier des petites courtoisies qui cimentaient un mariage. J'ai pensé à laisser un mot, quelque chose de profond peut-être, mais elles ne méritaient pas mes mots. Elles avaient cessé de les écouter des mois plus tôt. À la place, j'ai retiré mes clés de maison du trousseau, je les ai posées à côté du verre de vin. Ensuite, j'ai sorti la carte de crédit du compte joint, celle que Valérie utilisait pour les acomptes du mariage, et je l'ai coupée en 2 avec des ciseaux de cuisine.
J'ai laissé les 2 morceaux soigneusement disposés à côté des clés. 3 objets alignés, clés, morceaux de cartes, verre de vin. Une nature morte intitulée Les choses avec lesquelles j'en ai fini. J'avais passé les 2 derniers jours à m'effacer méthodiquement de l'infrastructure numérique de la maison. J'ai supprimé mon profil du système de sécurité. Changé tous les mots de passe que Valérie ignorait que j'avais créés. Effacé ma tablette et mon téléphone de toutes données personnelles. J'avais même retiré mon nom du compte administrateur de notre box internet. Le tableau de bord d'organisation du mariage que j'avais construit, je l'ai transféré sur la boîte mail de Valérie avec un message simple, vous vouliez vous en occuper vous-même. Maintenant, vous le pouvez. Puis j'ai supprimé mon accès. 2 mois auparavant, j'avais discrètement arrêté le virement automatique de mon salaire vers notre compte joint. J'avais commencé à acheminer mes revenus de consultant vers un nouveau compte dont Valérie ignorait l'existence. J'avais vendu mes parts dans le cabinet de conseil en aéronautique que j'avais contribué à fonder, celui sur lequel personne dans ma famille ne posait jamais de questions. Les bénéfices sont allés dans un montage financier que mon avocate avait mis en place par l'intermédiaire d'un confrère. Chaque fil financier qui me reliait à cette maison, à cette vie, je l'avais coupé systématiquement. Un fil après l'autre. J'ai marché vers ma voiture, une vieille Peugeot 308 de 15 ans d'âge que j'avais gardée en état de marche par pur entêtement. Valérie disait toujours que je devrais acheter quelque chose de plus récent, de plus clinquant, quelque chose qui annonçait la réussite. J'avais refusé. Il s'avère que cette vieille Peugeot têtue était parfaite pour disparaître. Le moteur a démarré dans un murmure à peine perceptible. J'ai reculé lentement, phares éteints, jusqu'à ce que j'atteigne le bout de la rue. En m'éloignant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. La maison semblait paisible dans l'obscurité d'avant l'aube, comme si elle cuvait un mauvais rêve. Elle ne savait pas encore qu'à son réveil, je serais parti. Au moment où Valérie trouverait les clés et la carte de crédit détruite, je serais à l'autre bout de la France. Au moment où elle essaierait d'appeler, mon numéro serait déconnecté. Au moment où elle réaliserait que je ne reviendrais pas, je serais déjà devenu quelqu'un d'autre à part entière. Je me suis inséré sur l'autoroute en direction du nord. Pas de musique, pas de radio, juste le bourdonnement des pneus sur l'asphalte et la satisfaction tranquille d'un plan exécuté à la perfection. Elles n'ont pas paniqué. C'est ce qui m'a le plus surpris quand j'en ai entendu parler plus tard par une connaissance commune. Valérie n'a pas signalé de disparition. Elle n'a pas appelé mon frère. Elle n'a même pas semblé particulièrement inquiète. Elle a organisé sa soirée vin et fromage hebdomadaire 3 jours après mon départ. Son amie Béatrice, celle qui a la langue bien pendue et une morale plutôt flexible, l'a plus tard raconté à quelqu'un qui l'a raconté à quelqu'un qui a fini par me le dire. Valérie agissait comme si de rien n'était. Quand quelqu'un demandait où j'étais, elle soupirait de façon dramatique et disait « Laurent traverse une phase. Les hommes de son âge font ça. Il reviendra quand il sera prêt. » Traverse une phase, comme si je faisais ma crise de la cinquantaine au lieu d'exécuter une extraction soigneusement planifiée. Camille a publié sur les réseaux sociaux la semaine suivante. Une photo d'elle et de Valérie dans une boutique de robes de mariée. Toutes les deux souriant à pleines dents. La légende disait, juste nous les filles qui gérons les choses. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Des dizaines de commentaires, beaucoup d'émojis cœur. Personne n'a posé de questions sur moi. L'histoire officielle, telle qu'elle s'est propagée dans leur cercle social, était que j'avais besoin d'espace et que je ne supportais pas le stress du mariage. Valérie a dit à sa prof de pilates que j'avais toujours été émotionnellement indisponible. Elle a dit aux voisins que j'agissais bizarrement depuis des mois. Chaque version me dépeignait comme fragile, instable, m'effondrant silencieusement. Le narratif était brillant, vraiment. En me positionnant comme celui qui faisait une dépression, elle s'attirait la sympathie tout en évitant de prendre ses responsabilités. Elle était la femme forte, l'épouse abandonnée qui tenait le coup pour le bien de sa fille. J'étais l'homme d'âge mûr incapable de faire face. Ce que Valérie ignorait, c'est que j'avais anticipé cela. J'avais laissé juste assez d'ambiguïté pour qu'elle ne puisse pas crier à l'abandon d'un point de vue légal, mais pas assez d'informations pour qu'elle puisse me retrouver. J'ai disparu dans la zone grise entre partir et être introuvable. La première semaine, elle a essayé d'accéder à nos comptes joints. Elle les a trouvés presque vides. J'avais retiré mes contributions légalement, lui laissant exactement la moitié, sa moitié. La deuxième semaine,
elle a essayé de se connecter au portail partenaire du cabinet de conseil en aéronautique. Accès refusé. J'avais transféré mes parts à Julien, mon fils issu de mon premier mariage, par le biais d'une vente privée dont personne ne connaissait l'existence. L'associé gérant du cabinet, un vieil ami, l'avait traité discrètement. À la 3e semaine, Valérie appelait mes anciens collègues. Quelqu'un n'avait-il eu de mes nouvelles? Allais-je bien? Avais-je mentionné où j'allais? Chaque réponse était la même. Non. Elle a engagé un détective privé la 4e semaine. Je le sais parce qu'il a trouvé l'une de mes fausses pistes, une réservation d'hôtel à Biarritz à mon nom. Le temps qu'il y arrive, la réservation était annulée, et je n'avais en réalité jamais mis les pieds à moins de 500 km de l'océan. Pendant ce temps, l'organisation du mariage de Camille continuait sans moi. Elles étaient passées à la carte de crédit de Valérie pour les acomptes. Le fleuriste n'a jamais su que j'existais. Le traiteur a fait retirer mon nom de toute correspondance. Même la section biographique du site web du mariage, où il était écrit « Camille est la fille bien-aimée de Laurent et Valérie Dubois », a été modifiée. Désormais, il était juste écrit « Camille Dubois va se marier ». J'avais été effacé, censuré, comme si j'étais une information classée secrète à laquelle personne n'avait plus accès. Mais voici ce qu'elle ne comprenait pas. Pendant que Valérie élaborait son récit et que Camille m'effaçait de son histoire, je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle ne pouvait pas toucher, qu'elle ne pouvait pas diminuer, qu'elle ne pouvait pas faire disparaître en l'ignorant. J'avais loué un chalet isolé dans le Jura, coupé du réseau, à l'exception d'une connexion Internet par satellite. Le genre d'endroit où l'on peut penser clairement sans le bruit des attentes des autres. Et je n'étais pas seul. L'appel de l'avocat de Valérie est arrivé 6 semaines après mon départ. Mon avocate, une femme brillante nommée Maître Sophie Bernard, spécialisée dans la protection du patrimoine, m'a transféré le message avec un commentaire en 2 mots. Ils ont peur. Valérie voulait avoir accès à mon plan d'épargne retraite, celui de mes années chez Airbus. Elle a essayé de se connecter avec d'anciens identifiants et s'est heurtée à un mur. Alors, elle a pris un avocat, supposant qu'elle pourrait forcer le passage. Sophie m'a appelé depuis son cabinet à Paris. Laurent, j'ai leur demande officielle ici. Ils revendiquent des droits sur votre retraite en tant que biens matrimoniaux. J'étais assis sur la terrasse du chalet à regarder un aigle tourner au-dessus des sapins et j'ai répondu « Mais ils n'ont pas de dossier. Vous avez tout restructuré dans un trust familial il y a 5 ans. C'est antérieur à toute planification de mariage, à tout problème conjugal récent. C'est blindé. » Et Camille, ai-je demandé. C'est ce qui comptait vraiment. Elle est désignée comme bénéficiaire mais avec des conditions. Elle doit obtenir un diplôme, conserver un emploi pendant 1 an et établir un logement indépendant pendant 18 mois sans le soutien financier de Valérie. J'ai souri. Donc, elle obtient tout à condition de grandir, en gros. Oui. Votre avocate qui a mis cela en place était brillante. Valérie n'est même pas mentionnée dans les documents du trust. Il y a eu une pause au bout du fil. Puis Sophie a continué, la voix prudente. Laurent, il y a autre chose. L'avocat de Valérie a mentionné qu'elle envisageait de déposer une requête pour vous faire déclarer légalement mort. C'est prématuré de plusieurs années, mais il tâte le terrain. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Elle me veut mort sur le papier. Elle veut accéder à vos actifs. Et si vous êtes déclaré décédé, les termes de votre trust pourraient s'accélérer. Mais voici le problème. Ils ont besoin de preuves que vous n'êtes pas seulement absent. Ils ont besoin de preuves de décès ou de disparition dans des circonstances suspectes. Vous avez payé des factures, n'est-ce pas? Tout est automatisé via le trust. Alors ils ne peuvent pas prouver que vous êtes mort. Vous êtes juste parti, et il y a une grande différence juridique. Après la fin de l'appel, je suis resté assis à assimiler la nouvelle. Valérie ne me cherchait pas par inquiétude. Elle cherchait mon argent. La femme avec qui j'avais passé 23 ans essayait de m'effacer légalement pour pouvoir toucher le pactole. Ce soir-là, Julien a appelé depuis Montréal. Mon fils, celui dont Valérie ignorait l'existence. Celui que j'avais gardé séparé de cette vie parce que j'avais appris à mes dépens que certaines personnes ne méritent pas d'avoir accès à tout ce que vous êtes. Papa, j'ai vu la notification du trust. Elle a vraiment essayé d'y accéder. La voix de Julien trahissait l'incrédulité. Elle pense que ça lui appartient,
ai-je dit simplement. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé le soleil se coucher derrière les montagnes, peignant le ciel dans des tons orange et rouge. 3 mois après ma disparition, Valérie vendait toujours son récit. J'étais l'homme qui avait abandonné sa famille. Le père qui n'avait pas supporté la pression. Le mari qui avait perdu la tête sous le stress du mariage. Puis une photographie a tout changé. La cousine de Céline, une prof de yoga qui voyageait dans des retraites de bien-être comme d'autres collectionnent les timbres, a publié un carrousel sur Instagram lors d'un séminaire de leadership à Chamonix. Des photos de paysages montagneux, des jus détox, le contenu habituel. Mais la 4e diapo montrait une salle de conférence remplie de personnes assises dans des postures de méditation, toutes tournées vers un orateur à l'avant. L'orateur, c'était moi. J'étais en plein geste, portant un pull à col zippé noir et un pantalon de costume gris. Pas de notes à la main. La photo m'a pris de profil, l'air concentré et calme. La légende disait, incroyable discours de LD sur la façon de trouver la force dans le silence. Cet homme a tout compris. Céline m'avait prévenu des habitudes de sa cousine sur les réseaux sociaux, mais j'avais sous-estimé la vitesse à laquelle les choses se propageaient. En moins de 12 heures, une connaissance de Valérie l'avait vue et la lui avait envoyée. Valérie a failli faire tomber son téléphone, selon l'ami de Camille, qui était là quand c'est arrivé. Elle prenait un brunch, planifiant les tâches des demoiselles d'honneur, quand le visage de Valérie est devenu blanc. C'est lui, a chuchoté Valérie. Camille a attrapé le téléphone, zoomé, fixé l'écran. 3 mois à dire aux gens que je faisais une dépression, que j'étais fragile, que je ne pouvais pas faire face. Et j'étais là, ayant l'air en meilleure santé et plus serein que je ne l'avais été depuis des années. Je n'étais pas caché. Je prenais la parole lors de conférences, j'animais des ateliers, je construisais quelque chose de nouveau. Céline m'a appelé ce soir-là. Elle riait. Laurent, tu es célèbre sur Internet. La publication de ma cousine a 5000 likes. Les gens demandent qui tu es. Ce n'était pas le plan, ai-je dit. Mais je souriais aussi. C'est peut-être mieux ainsi. Laisse-les voir que tu ne t'es pas effondré. Tu as évolué. Elle avait raison. Le récit que Valérie avait soigneusement construit, l'histoire de l'homme brisé qui a abandonné sa famille. Tout s'est effondré avec une seule photographie, parce que l'homme sur cette image n'avait pas l'air brisé. Il avait l'air libre. Camille n'a pas appelé. N'a pas envoyé de texto. Mais 2 semaines plus tard, une enveloppe est arrivée à la boîte postale que j'avais ouverte. Un papier crème coûteux. À l'intérieur se trouvait un faire-part de mariage adressé de l'écriture de Camille. En bas, sous le texte imprimé, elle avait ajouté une ligne au stylo. Si tu es toujours là, je veux que tu m'accompagnes jusqu'à l'hôtel. J'ai tenu ce faire-part pendant un long moment, relisant ces mots encore et encore. Elle ne s'est pas excusée, n'a pas donné d'explication, a simplement demandé. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un seul texto au numéro que je savais qu'elle avait toujours. Si je viens, personne ne doit le savoir à l'avance. Sa réponse est arrivée 3 minutes plus tard. Marché conclu. Le matin du mariage de Camille est arrivé avec un ciel couvert, le genre qui donne l'impression que tout est plus lourd que ça ne l'est. J'avais roulé toute la nuit depuis le Jura, arrivant au domaine avec 3 heures d'avance. La berline noire que j'avais louée était garée sur le parking de service derrière le bâtiment, invisible pour les invités qui arrivaient. Julien avait pris l'avion depuis Montréal la veille au soir. Il attendait dans la voiture quand je me suis garé, vêtu d'un élégant costume anthracite qui s'accordait au mien. Mon fils ressemblait en tout point à l'architecte à succès qu'il était devenu. « Tu es prêt pour ça ?» a demandé Julien pendant que je descendais. « Je m'y prépare depuis 3 ans, ai-je répondu. Il est temps de voir si la préparation porte ses fruits. Nous avons fait le tour du domaine en restant hors de vue. Je pouvais voir les invités commencer à arriver. La sœur de Valérie, les amis d'université de Camille, des gens que je connaissais depuis des années et qui avaient accepté la version des faits de Valérie sans se poser de questions. Julien a regardé sa montre. La cérémonie commence dans 40 minutes. Quand fais-tu ton entrée? Quand Camille m'enverra un texto. Pas avant que mon téléphone ne vibre. Le message de Camille était simple. Entrée latérale de la suite nuptiale. Maintenant. Je me suis tourné vers Julien. Reste ici. Si ça tourne mal, tu es mon extraction.
Il a hoché la tête. Le genre de compréhension qui ne nécessite pas de mots. Les familles de militaires comprennent. Sécurité opérationnelle. Nous l'avions appris de sources différentes, mais le principe restait le même. Je me suis frayé un chemin par l'entrée latérale, dépassant le personnel du traiteur trop occupé pour me remarquer. La suite nuptiale était au bout d'un couloir à l'écart de la salle de réception principale. J'ai frappé 2 fois. Camille a ouvert la porte elle-même. Elle était déjà dans sa robe, voile levé, maquillage parfait, mais ses yeux étaient rougis. « Papa » a-t-elle chuchoté. Et pour la première fois depuis des années, j'ai entendu la vraie voix de ma fille. Pas le ton méprisant, pas l'exaspération qui levait les yeux au ciel. Juste Camille. « Tu es magnifique », ai-je dit simplement. Elle m'a tiré à l'intérieur et a fermé la porte. Nous sommes seuls. Maman ne sait pas que tu es là. Je ne l'ai dit à personne, sauf à Maxime. Maxime le sait. Il travaille pour toi chez Aéroconseil Europe. Papa, il l'a découvert il y a 2 mois quand il a vu ta signature sur son contrat de travail. Il m'a aidé à planifier ça. J'ai cligné des yeux. Maxime, le fiancé de Camille, travaillait pour le cabinet de conseil que j'avais créé après avoir quitté Airbus. Le cabinet dont j'avais vendu mes parts pour financer ma disparition. Sauf que je ne les avais pas toutes vendues. J'avais transféré une participation majoritaire à Julien, gardé une part silencieuse et continué à faire du conseil via une SARL. Maxime le savait et il s'était tu. Il sait pour Julien, ai-je demandé. Ton autre fils? Oui. Il a aidé Julien à coordonner ton heure d'arrivée. La toile de connexion prenait soudain tout son sens. Maxime n'était pas juste un type au hasard que Camille avait rencontré. C'était quelqu'un qui avait été examiné, testé, qui s'était révélé digne de confiance, quelqu'un qui avait gagné sa place par ses compétences, pas par ses relations. Camille, il faut que je te dise quelque chose, ai-je dit. À propos de ton trust. Je connais les conditions, m'a-t-elle interrompu. Maxime me les a expliquées. Diplôme, emploi, vie indépendante. Je suis inscrite à plein temps en master maintenant, je serai diplômée en décembre. Et l'entreprise de Maxime m'a offert un poste en gestion de projet à partir de janvier. Et pour le logement, on déménage à Paris après la lune de miel. Pas d'aide financière de maman. J'ai étudié le visage de ma fille. Elle avait grandi. Pas seulement en âge, mais en compréhension. Qu'est-ce qui a changé? Cette photo de toi, a-t-elle dit doucement. Celle de la conférence. Je t'ai vu en pleine forme, confiant et libre. Et j'ai réalisé que ce n'était pas toi qui étais brisé. C'était nous. Maman et moi, on t'a poussé dehors et ensuite on t'a reproché de partir. Camille, non. Laisse-moi finir. J'ai vu cette photo et je me suis demandé, à quand remonte la dernière fois où j'ai eu l'air aussi heureuse. Et je ne m'en souvenais pas, parce que j'ai vécu la vie de maman, pas la mienne, faisant ses choix, suivant ses règles. Et regarde où ça m'a mené. 27 ans, pas de diplôme, pas de travail, pas d'indépendance. Elle a pris une respiration, se calmant. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends même pas à ce que tu restes après la cérémonie, mais j'avais besoin que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que nous t'avons fait. J'ai posé ma main sur son épaule. Je suis là parce que tu me l'as demandé. C'est suffisant. Tu veux bien m'accompagner jusqu'à l'hôtel? C'est pour ça que je suis venu. Elle m'a serré dans ses bras, avec précaution pour ne pas froisser sa robe. Quand elle a reculé, elle pleurait. Maman va péter un plomb, a-t-elle dit avec un rire tremblant. La musique a commencé. Cette marche nuptiale traditionnelle jouée lors des cérémonies depuis des générations. À travers la petite fenêtre de la suite nuptiale, je pouvais voir les invités se lever, se tournant vers les portes. Camille a pris mon bras. Sa main tremblait légèrement. Prête, ai-je demandé. Non, a-t-elle admis. Mais on y va quand même. Les portes se sont ouvertes. Toutes les têtes de la salle se sont tournées pour regarder, et le halètement collectif a été audible. Ils s'attendaient à Valérie. Ils s'attendaient au récit de l'unité mère-fille qui avait été vendue pendant des mois. À la place, ils m'ont eu, le fantôme, le père absent, l'homme qui avait soi-disant abandonné sa famille. Mais je n'avais pas l'air d'un homme qui se cachait.
J'avais l'air exactement de ce que j'étais, quelqu'un qui s'était reconstruit. Camille et moi avons fait le premier pas ensemble. Sa poigne sur mon bras s'est resserrée. J'ai gardé un rythme régulier, les yeux fixés droit devant. Sans regarder Valérie, qui se tenait figée près du premier rang. Son visage passait du choc à la colère, et à quelque chose qui aurait pu être de la peur. Sans regarder les invités, dont les chuchotements créaient un bourdonnement sourd dans la pièce. Sans regarder personne à part ma fille, qui avait besoin que je sois assez fort pour la porter à travers ce moment. Maxime se tenait à l'autel et quand j'ai croisé son regard, il m'a fait un signe de tête subtil. Respect, reconnaissance, le genre d'assentiment qu'un professionnel donne à un autre. Nous avons atteint l'avant. Camille s'est tournée vers moi, m'a embrassé sur la joue, a chuchoté et merci. J'ai placé sa main dans celle de Maxime, j'ai reculé et j'ai pris place de l'autre côté de la salle, pas au premier rang où s'assoient traditionnellement les pères. Ça aurait été la rangée de Valérie. À la place, je me suis assis vers le milieu, à côté de Julien, qui s'était glissé par une porte latérale pendant la procession. Valérie nous a dévisagés, moi, puis Julien, puis de nouveau moi. Sa bouche s'est entr'ouverte légèrement, essayant d'assimiler ce qu'elle voyait. Parce que Julien me ressemblait. Même mâchoire, même carrure, mêmes yeux. Et il était assis à côté de moi comme s'il était à sa place. Elle ne savait rien de lui. Elle n'avait jamais su que j'avais été marié auparavant. Elle ne m'avait jamais interrogé sur mon passé parce qu'elle était trop concentrée sur le contrôle de mon présent. Maintenant, elle voyait la preuve que j'avais une vie entière à laquelle elle n'avait jamais eu accès. Un fils qu'elle n'avait jamais rencontré. Une structure familiale qui existait complètement en dehors de ses connaissances. L'officiant a commencé à parler, mais je l'entendais à peine. Je regardais Valérie essayer de garder son sang-froid pendant que son monde se réorganisait. Je la regardais réaliser que chaque histoire qu'elle avait racontée, chaque récit qu'elle avait construit était basé sur des informations incomplètes. Julien s'est penché près de moi et a chuchoté. Elle a l'air de voir un fantôme. 2 fantômes, ai-je corrigé. La cérémonie a continué. Les vœux ont été échangés. Les alliances ont été passées. Camille et Maxime ont été déclarés mari et femme. Pendant tout ce temps, Valérie est restée rigide, sa façade soigneusement construite se fissurant à chaque instant qui passait. Lorsque la sortie a commencé et que le couple nouvellement marié a redescendu l'allée, Camille a croisé mon regard et a souri. Un vrai sourire, le genre que je n'avais pas vu chez elle depuis des années. Valérie m'a intercepté avant que je puisse quitter mon siège. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle sifflé, en gardant la voix assez basse pour que les invités à proximité n'entendent pas. J'ai été invité, ai-je dit simplement. Par qui? Par la mariée. Ma fille. Ta fille? Tu l'as abandonnée. Tu es parti sans dire un mot. Je l'ai regardé calmement. Je t'ai quitté, Valérie. Il y a une différence. Camille a choisi de me réinviter. C'était sa décision, pas la tienne. Elle a jeté un coup d'œil à Julien. Et qui est-ce? C'est Julien. Mon fils. Son visage a blêmi. Ton quoi? Mon fils issu de mon premier mariage. Celui dont tu n'as jamais parlé. La réception battait son plein quand Valérie m'a finalement coincé. J'étais debout près de la terrasse du jardin avec Julien, regardant Camille et Maxime danser leur première danse en tant que couple marié. Valérie s'est approchée avec son verre de vin serré trop fort, son sourire introuvable. Il faut qu'on parle, maintenant. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit calmement. Rien. Tu te pointes après 3 ans avec un fils dont j'ignorais l'existence et tu penses qu'il n'y a rien à discuter? Julien s'est approché légèrement. Madame Dubois, ce n'est peut-être pas le moment. Je ne vous parle pas, lui a-t-elle lancé. Puis, se tournant vers moi, depuis combien de temps prévoyais-tu ça? Depuis combien de temps me mens-tu? Je ne mens jamais. Valérie, tu n'as jamais posé la question. 23 ans de mariage et tu ne m'as pas interrogé une seule fois sur mon passé. Tu as juste supposé que tu savais tout ce qui valait la peine d'être su. Son visage est devenu rouge. Donc c'est de ma faute? Ce n'est la faute de personne. C'est juste comme ça. J'ai eu une vie avant toi. Julien fait partie de cette vie. Le fait que tu ne saches rien sur lui en dit plus sur ce que tu n'as pas demandé que sur ce que je n'ai pas dit.
Et le trust, l'argent que tu m'as caché? Je n'ai rien caché. J'ai protégé des actifs que j'avais gagnés avant notre mariage. C'est légal. C'est intelligent. Et franchement, étant donné que tu as essayé de me faire déclarer mort pour accéder à ces actifs, je dirais que mon instinct était le bon. Elle a reculé comme si je l'avais giflé. Je n'ai jamais. Si, tu l'as fait. Ton avocat a déposé les documents préliminaires. Mon avocate en a des copies. Françoise, la mère de Valérie, est apparue à nos côtés. La femme âgée a regardé sa fille avec une déception gravée dans chaque ride de son visage. Valérie, a dit Françoise doucement. Arrête de faire une scène au mariage de ta fille. Maman, ne t'en mêle pas. Non, je ne m'en suis pas mêlée pendant trop longtemps. Françoise s'est tournée vers moi. Laurent, je m'excuse pour le comportement de ma fille. J'ai essayé de lui dire qu'elle te traitait mal. Elle n'a rien voulu écouter. Valérie a dévisagé sa mère. Tu prends parti. Je prends le parti de la décence. Tu as ignoré cet homme pendant un mois, tu t'es moqué de lui dans son dos, et quand il est parti, tu as essayé de lui voler son argent. Qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'il fasse? Il nous a abandonnés. Il t'a quitté, a corrigé Françoise. Et peux-tu honnêtement dire que tu lui as donné une raison de rester? Le silence qui a suivi était lourd. Valérie a regardé sa mère, puis moi, puis Julien, et a semblé enfin comprendre qu'elle avait perdu le récit. Plus personne ici ne croyait à sa version. Camille s'est approchée, toujours dans sa robe de mariée, Maxime à ses côtés. Maman, on peut éviter ça aujourd'hui? Ton père. Mon père est là parce que je lui ai demandé de l'être, et je suis contente qu'il soit venu. Je suis contente que Julien soit venu. Je suis reconnaissante qu'ils se soient tous les deux montrés quand j'en avais besoin. Les yeux de Valérie se sont remplis de larmes. Des vrais cette fois, pas une performance. Tu le choisis, lui, plutôt que moi. Je ne choisis personne au détriment de personne, a dit Camille fermement. Je ne suis pas restée pour toute la réception. Une fois que Camille et Maxime ont eu leur première danse, une fois les discours terminés et le gâteau coupé, Julien et moi nous sommes éclipsés. Nous avions dit ce qui devait être dit juste en étant là. Céline attendait à l'hôtel. Léa dormait dans le lit parapluie que nous avions apporté. Elle a levé les yeux quand je suis entré, cherchant sur mon visage des signes de la façon dont ça s'était passé. Camille était magnifique, ai-je dit. Et elle va s'en sortir. Et Valérie? Valérie reste Valérie, mais ce n'est plus mon problème. Céline a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras. Pas par pitié, mais par complicité. Elle m'avait aidé à me reconstruire au cours des 2 dernières années. M'avait aidé à me souvenir de ce que ça faisait d'être avec quelqu'un qui me voyait vraiment. Julien a commandé le service d'étage et nous avons dîné tous les 3 pendant qu'il racontait des histoires sur ses projets d'architecture à Montréal, sur sa femme Marie et leur fils, mon petit-fils, qui rentrait à la maternelle à l'automne. Tu devrais venir nous rendre visite correctement, a dit Julien. Plus de cache-cache. Plus de voyages secrets. Juste des visites normales de grand-père. J'aimerais beaucoup ça. Mon téléphone a vibré avec un texto de Camille. Merci pour aujourd'hui. On peut prendre un café la semaine prochaine? Juste tous les deux. Je l'ai montré à Céline. Elle a souri. Elle fait le premier pas. Ouais, c'est le cas. 8 mois plus tard, Camille a obtenu son master en école de commerce. J'étais dans le public, assis entre Julien et Céline. Valérie était là aussi, mais de l'autre côté de l'auditorium. Nous ne nous sommes pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Camille a commencé son travail dans l'entreprise de Maxime, celle dont je possédais toujours une partie. Elle était douée en gestion de projet. Il s'est avéré qu'elle avait l'esprit pour les détails et les délais. Je me demande de qui elle tient ça. Elle et Maxime ont déménagé à Paris, ont loué un appartement, ont vécu de leurs propres revenus. Une fois que 18 mois se sont écoulés, Camille avait rempli toutes les conditions du trust. Je l'ai invitée à déjeuner dans un restaurant avec vue sur le lac d'Annecy. Julien a pris l'avion depuis Montréal. Quand nous avons montré à Camille les documents du trust, expliquant tout ce dont elle avait hérité en choisissant de grandir, elle a pleuré. « Je ne mérite pas ça », a-t-elle chuchoté. « Tu l'as gagné », ai-je corrigé. « Tu as fait le travail.
Tu es devenue indépendante. C'était tout le but. Elle a regardé Julien. J'ai un frère. C'est le cas. Et une belle-sœur, et un neveu qui a hâte de rencontrer Tati Camille. Nous avons passé 3 heures dans ce restaurant à construire quelque chose de nouveau. Pas à réparer ce qui était cassé et qui ne pouvait l'être, mais à créer quelque chose de différent, quelque chose d'honnête. Valérie a appelé une fois, des mois plus tard. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal demandant si nous pouvions parler. Je l'ai supprimé sans écouter l'intégralité du message. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. Céline et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans le Jura. Juste en famille. Julien et Marie, Camille et Maxime, Léa comme demoiselle d'honneur. Pas de drame, pas de jeu, juste des gens qui veulent être là. Camille a porté un petit toast lors de la réception. Mon père m'a appris que parfois il faut s'éloigner des personnes qui ne voient pas votre valeur. Et parfois, si vous avez de la chance, ils s'en rendent compte avant qu'il ne soit trop tard. Je suis reconnaissante de l'avoir compris à temps. Elle m'a regardé quand elle l'a dit, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma fille. Pas la marionnette de Valérie, pas une fille qui fait semblant d'être adulte, mais une femme qui avait choisi de construire sa propre vie. Cela valait chaque matin silencieux que j'avais enduré, chaque question ignorée, chaque moment où je m'étais senti invisible. Parce que j'avais cessé d'être invisible en refusant de rester là où je n'étais pas valorisé. Et à la fin, les personnes qui comptaient ont retrouvé le chemin pour revenir vers moi.